Dans ses mémoires, Saint-Simon avait dépeint M. de Vauban comme étant un homme de taille médiocre, assez trapu, qui avait fort l'air de guerre, mais en même temps avec un extérieur rustre et grossier, pour ne pas dire brutal et féroce. Il n'était rien moins. Jamais homme ne fut plus doux, plus compatissant, plus obligeant, plus respectueux, sous mille politesses, et le plus avare ménager de la vie des hommes, avec une valeur qui prenait tout, parfois, et donnait tout aux autres. Bonjour, l'histoire qui va vous être contée est celle d'un homme dont le nom ne vous est pas inconnu, grâce aux nombreuses fortifications qui sont encore visibles dans nos paysages. Mais sa vie, la connaît-on vraiment ? Imaginez-vous, mesdames et messieurs, que l'histoire a oublié le quantième de son jour de naissance. C'était monsieur mon père, Urbain le prêtre de Vauban, qui entretenait des vergers, qui s'occupait de plantations forestières, et que l'on disait gentilhomme de peu de fortune, d'une part, et ma mère, la bonne dame Aimée Cormignol, d'autre part, qui m'avait porté sur les fonds baptismaux de la modeste église de Saint-Léger de Foucheray, en Morvan, auprès de l'abbé Aurillard, ce 15e mai de l'an de notre Seigneur 1633. Ma maison natale était sise au fief de Ruher, à Saint-Léger, le village de madame ma mère, et c'était une simple maison basse avec écurie, comme en possédaient d'ordinaire les habitants de ces contrées. Et mon bon village de Saint-Léger était un joli petit bourg du Morvan, Iconais, une jolie région que j'aimais à décrire comme bosillée de prairies, bois et torrents. Un environnement bucolique particulièrement propice à l'éveil du jeune Sébastien. Enfant, très tôt, j'ai appris à monter à cheval. J'ai eu cette chance. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre monsieur mon père à travers les forêts et sur ses plantations, notamment les vergers, où il avait su retravailler la greffe des arbres fruitiers. Curieux de toutes les étrangetés de la nature, le jeune Sébastien, le prêtre de Vauban, aime s'attarder sur l'éclosion d'une fleur, sur le vol d'un oiseau, sur les méandres d'un cours d'eau, ou encore il porte son regard sur l'horizon, là où quelquefois tonne un canon. C'est grâce à ces nombreuses promenades que monsieur mon père va m'enseigner toutes les sciences de la nature, tout ce qui va me servir toute ma vie durant. En effet, il faut se rappeler que son bon village de Saint-Léger de Foucheray se trouve alors juste à la limite du duché de Bourgogne et du royaume de France, territoire alors opposé entre le Grand Condé et Mazarin lors de la Fronde. Au village, c'est l'abbé Aurillard, aidé du vicaire Moreau, qui va m'instruire de la lecture, de l'écriture, de la grammaire, d'un peu de latin, de mathématiques et de quelques notions d'histoire. Et quand vient l'heure de la distraction, je la partage avec les autres garçons de ma campagne, en bataillant. La guerre en ces temps-là est presque en tout lieu et elle me séduit, ou elle semble plutôt me séduire. Non pas qu'il me plairait de la servir, nenni. Non, mais la guerre me plaît assez pour la combattre. Un jour, j'écrirai. La guerre a pour père l'intérêt, pour mère l'ambition et pour proches parents toutes ces passions qui nous induisent au mal. Elle a paru en ce monde aussitôt que les premiers hommes. Ses occupations sont la destruction des humains, les saccagements des pays et la désolation générale de tous les peuples. J'ajouterai à cela que l'homme de guerre qui ne connaît que son épée n'est point capable de grand-chose. Lorsque j'ai eu 10 ans, mon oncle Rognard et l'abbé de Fontaine du collège des Carmes de Semur en Auxois, se sont attachés à parfaire mon érudition. On dit que j'y ai acquis une excellente teinture des mathématiques et de la fortification. Retenez bien ceci, les enfants, c'est à votre âge, lorsque vous êtes enfant, que vous apprenez le plus de choses et le mieux. Et on remarque aussi qu'il ne dessine pas vilainement. Voyez-vous, la fortification est une science nouvelle qui se développe à partir du début du XVIe siècle, les années 1500, avec le progrès de l'artillerie, l'apparition du canon, et puis surtout l'invention du boulet en fer, élément qui parvenait à démanteler à distance raisonnable les châteaux forts médiévaux. En ces temps-là, les vieux châteaux du Moyen-Âge avaient vécu.
et il faut repenser complètement les principes de la défense. C'est le jeune Vauban qui se prend alors de passion pour une nouvelle science, la polyorcétique. En l'an 1651, Vauban a 18 ans. Il choisit résolument la carrière des armes. Son oncle le conduit auprès de Louis de Bourbon, qui le présente à Condé, allié aux Espagnols et dont la gloire militaire en a fait le gouverneur de Bourgogne. Et en bon gentilhomme bourguignon, Sébastien le prêtre de Vauban s'engage cadet dans la compagnie du sieur d'Arcenay. En 1652, la terre de Lorraine. Je travaille à la fortification de Clermont et j'entre dans la cavalerie. Et je vais mener mon premier siège à Sainte-Ménéhould, en Argonne, contre les troupes de Monseigneur le cardinal de Mazarin. C'est mon premier siège, ma première victoire. Et aussi ma première blessure. Oh, j'échappe de peu au feu des mousquets. En me jetant dans la rivière que je traverse à la nage, je suis fait prisonnier de l'autre côté par les soldats royaux que mon courage et mon zèle semblent étonner. Et l'année suivante, admis dans les troupes royales, je reprends Sainte-Ménéhould à Condé, deuxième siège, deuxième victoire, et ma carrière militaire va commencer sur ces deux faits d'armes. Voyez-vous, mesdames et messieurs, il est difficile d'expliquer par quel hasard naturel je possède ce sens inné de pouvoir lire dans une muraille où est son point faible. Désormais, le jeune Vauban, plaqué à sa monture, chevauche sur les chemins de sa destinée. En 1654, le siège de Stenay, j'y suis blessé à 2 autres reprises, mais au moins la fronde est étouffée, et puis je vais mener ensuite le siège d'Arras et de Clermont. Le 3e mai 1655, le roi m'honore du brevet d'ingénieur à son service sur la demande du sieur de Clerville, alors que je mène d'autres sièges avec M. de Turenne à Condé-sur-Escaut, Saint-Ghislain, Landrecies. En 1656, le siège de Valenciennes, où le sang coule. Je vais y être très sérieusement blessé et pendant tout mon repos, je vais penser qu'il nous faut renforcer nos places fortes et mieux protéger nos gens afin de diminuer les pertes humaines. Je cherche à protéger au mieux la vie des soldats et des habitants des villes et des campagnes, les mettre à l'abri des exactions, fruits du féroce instinct guerrier. Souvenez-vous, le féroce instinct guerrier. Je dirais la sueur épargne le sang. Brûlons plus de poudre, versons moins de sang. Cela veut dire qu'il faut faire au mieux pour épargner le plus de monde possible. C'est ainsi que toute sa vie durant, Vauban va privilégier la guerre de siège, plus économe en vie humaine. En 1657, je conduis seul les attaques de Montmédy et puis je dirige le siège de Mardic. Après quoi, je vais de nouveau combattre à Ypres, Gravelines et Audenarde, où je suis fait prisonnier et puis relâché. En 1660, Vauban a 27 ans et il songe à revoir une de ses connaissances pour convoler en juste noces. À cette époque-là, je suis un sémillant et gaillard gentilhomme et je rentre chez moi en Morvan et je vais épouser la demoiselle Jeanne d'Aunay, baronne d'Épirie, fille de Claude d'Aunay et de madame Urbaine de Cormier. La suite de quoi, madame mon épouse me donnera 3 enfants. Une première fille, Charlotte, en 1661, puis ensuite Jeanne-Françoise, et enfin, en 1682, un garçon, enfin, le petit Gabriel, mais qui, hélas, ne vivra que 2 mois. Écoutons les explications de M. Amaury de Cigalas, descendant de Vauban et actuel propriétaire du château de Bazoches. Nous sommes dans la galerie, aménagée par Vauban, puisque c'est lui qui a fermé le château lorsqu'il est arrivé ici. Et donc, dans cette galerie, on a bien sûr la maquette de Neubrisac, mais également ont été reconstitués pour l'ouverture au public ces 4 arbres généalogiques qui représentent ici la descendance de Vauban, ici la famille des actuels propriétaires, la famille Vibray et la famille Cigalas, et puis la descendance Saint-Louis, parce que les Vibray et les Cigalas descendent chacun de Saint-Louis. Alors comment le château est venu effectivement dans le giron de la famille Vibray?
Tout simplement, et c'est ce que nous dit l'arbre généalogique donc ici présent, c'est par un mariage en 1839 entre Fernand comte de Vibray et Henriette Le Pelleté-Donné. Et c'est pour cette raison, par ce mariage, que nous descendons donc du maréchal de Vauban par sa fille Charlotte, puisque seule Charlotte a eu une descendance. En ce temps-là, il est très difficile d'avoir de solides descendances, tant la vie est dure, difficile, misérable, aléatoire. En 1660, vos historiens vous diront que c'est l'année où la mortalité est la plus forte dans le royaume. Comme vous dites si bien dans votre langage, la moyenne d'espérance de vie est de l'ordre de 25 ans pour les dames et 28 ans pour les messieurs. Sur son naissance en 1660, le premier quart n'atteint pas l'âge d'1 an. Le deuxième quart ne vit que 20 années et guère plus. Le troisième quart ne dépasse guère les 40 années. Et du quatrième et dernier quart de son naissance, il n'y en a seulement que 4. 4 naissances sur 100 qui dépassent les 60 années de vie. Nous avons 3 fléaux à combattre. La guerre, je n'y reviendrai point. Vous avez les famines, dont nous sommes entièrement dépendants de ce que nous fournit la nature, avec de bonnes ou de mauvaises récoltes, de bonnes ou de mauvaises saisons. Mais c'est comme cela. Et puis nous avons en troisième lieu les maladies dont on ne sait jamais vraiment comment elles nous arrivent, et puis toutes ces blessures, toutes ces plaies qui sont mal pensées la plupart du temps et qui finissent un jour par emporter la personne qui en est affligée. En 1661, le cardinal de Mazarin meurt et notre roi, Louis Dieudonné le Grand, le XIVe, débute son règne officiel. En 1667, notre roi m'honore du titre de lieutenant aux gardes. Et puis j'assiège Tournai et puis Douai, où un tir d'arquebuse malheureux, voyez ici, m'écorche à la joue, manquant de peu mon œil et aussi ma pauvre cervelle. Oh, la perruque a encore volé ce jour-là, je vous l'assure. Mais nous vivons dangereusement. Puis j'assiège et emporte l'île, dont je vais être nommé gouverneur. Une fois en résidence à Lille, j'en profiterai pour rédiger mes premiers mémoires. Cette campagne sur les places du Nord amène Vauban à organiser la stabilité et la protection des frontières du royaume. En 1672, après les sièges d'Orsoy et de Doesbourg, je rédige mon mémoire sur la conduite des sièges que j'adresse à M. de Louvois en lui précisant que je souhaite pour le royaume de bonnes frontières solidement défendues. La France a des frontières naturelles au-delà desquelles il semble que le bon sens ne permette point de porter ses pensées. Tout ce que la France a entrepris au-delà des 2 mers, du Rhin, des Alpes et des Pyrénées, lui a toujours mal réussi. La notion du précaré et cette fameuse ceinture de fer que j'imagine tout autour de notre royaume commence à se dessiner dans mon esprit. Puis Vauban mène une campagne en Hollande. Après quoi je vais mener le siège de Maastricht, une ville dont le nom vous rappelle certainement quelque chose, un siège que je vais mener en 14 jours en utilisant avec succès ma technique dite enveloppante des parallèles. Fort de la prise de cette citadelle, le roi m'honore d'une gratification de 80 000 livres en remerciement des services rendus. En 1674, notre roi porte la guerre en Franche-Comté, puis il me fait brigadier d'infanterie. Et puis, il me renvoie en Flandre. C'est là où, en me portant au secours de la porte de Cassel à Bergue, je faillis encore d'être tué. Monsieur de Louvois m'écrit alors: Le roi vous défend de vous exposer à de pareils risques. Monsieur de Louvois a probablement raison, certes, mais que voulez-vous, mon caractère intrépide me pousse à assiéger Derechef et à reprendre Audenarde. Après quoi, je retourne chez moi, en Morvan, et je vais utiliser ma prime de 80 000 livres pour acheter mon château, à Bazoches précisément, et où je vais être cette fois à l'écart des grands chemins. Après quelques bons travaux, j'y aménage ma résidence et surtout mon vaste cabinet de travail
d'où je commanderai au chantier. Nous sommes ici dans cette grande galerie du château à l'étage que j'ai fait aménager à partir de 1679 pour que mes ingénieurs, mes dessinateurs, mes secrétaires puissent travailler tous ensemble sur mes projets, sur mes plans, sur mes fortifications. Et en 1676, à 43 ans, Vauban est rappelé en Artois. Voici que je m'en repars sur les routes avec mon nouveau grade de maréchal de camp. Et puis je vais assiéger Aire-sur-Lys, Bouchain, Condé-sur-Escaut, Audenarde, Derechef et d'autres sièges. Voyez-vous, cette région que vous nommez aujourd'hui les Hauts-de-France aurait pu se nommer en mon époque mais Hauts-de-Siège. En 1678, à la fin de la guerre de Hollande, les places du Nord et de la Franche-Comté sont libérées des Espagnols et ils reviennent à la France. Le roi charge Vauban d'aller fortifier en Franche-Comté. Jusqu'en 1688, Vauban reviendra souvent visiter les travaux des nouvelles places fortes comme Besançon, Auxonne, Dole, Salins et bien d'autres. En 1680, je suis nommé gouverneur de Douai. La paix de Nimègue étant signée, cette fois le roi m'envoie fortifier sur nos côtes, en commençant par Dunkerque, et puis la Bretagne, et puis l'île de Ré, Toulon et d'autres. Ce qui me fera dire « Je ne suis marin qu'en ce que je hante les marins et ce que j'apprends d'eux ». Ce qui lui fera aussi écrire « Le fanal demandé sur le cap de Barfleur serait une charité universelle qui se tendrait à tout le monde, et notamment au sujet du roi qui s'y casse plus souvent le nez et la tête que les autres. » En 1683, je suis Derechef nommé gouverneur de l'île, après le siège de Courtrai. Et puis j'assiège Luxembourg contre un dernier repli espagnol. Monsieur de Louvois m'écrit alors « Cette conquête me paraît inestimable pour la gloire du roi. » En 1687, Vauban, en bon hydraulicien, se voit confier le prolongement du canal de la Garonne à la Méditerranée. Ah, un bon moment de répit va me permettre de reprendre l'étude du canal du Languedoc, après la disparition de notre ingénieur Pierre-Paul Riquet. Ce canal de jonction des deux mers, qui est sans contredit le plus noble ouvrage de cette espèce jamais entrepris. J'avais profité de mon mémoire pour mener une réflexion sur la possibilité d'établir une monnaie unique pour toute l'Europe. J'avais écrit qu'il conviendrait de réunir une assemblée de députés parmi les principales têtes couronnées de la chrétienté qui ont le droit de battre monnaie, de convenir d'un titre et d'une monnaie universelle et d'écrier de concert et en même temps toutes les autres. Je goûte alors à la douce retraite que va m'offrir par 2 fois mon château de Bazoches et où je vais employer mon temps à toutes sortes de réflexions et d'écrits sur de nombreux sujets. Et puis, ces 4 dernières années ont été aussi augmentées de missions de toute espèce à la demande du roi Louis XIV, qui l'envoie à l'est devant Philippsbourg, Mannheim, Frankenthal. Vous savez, je n'ai fait qu'avoir le pied à l'étrier constamment, prêt à partir pour mon voyage et à traverser le royaume de tous les biais. Puis la désastreuse guerre de la Ligue d'Augsbourg, où le roi, qui n'a plus que pour allier le Danemark et la Turquie, se heurte à toute l'Europe. Puis je retourne en Basse-Flandre, où je vais séjourner à Dunkerque, Bergue et Ypres, avant de retourner de nouveau chez moi à Bazoches, parce que depuis de nombreuses années, je tousse beaucoup. Je me souviens m'être soigné d'ailleurs au lait d'ânesse. Ah, si quelquefois ce mal vous prend, ce que je ne souhaite point, je vous recommande bien vivement ce breuvage. De toute évidence, Vauban est sérieusement malade des bronches et il s'impose un repos forcé, loin des turbulences des sièges et de l'inconfort des voyages. Et c'est bien ainsi, car je continue d'écrire et de dessiner de nombreux croquis que mes dessinateurs,
les frères Francard mettent au propre, tandis que mon ingénieur Thomasin accorde mes textes. Je rédigerai en outre un mémoire sur l'importance dont Paris est à la France et du souci qu'on doit prendre de sa conservation. En 1691, Vauban est appelé devant Mons, où il mène un siège qu'il remportera facilement. Puis il visite 18 places fortes remaniées qui le conduisent de Guise à Huningue. Je vais vous dire que l'art de fortifier ne consiste pas en des règles et des systèmes, mais uniquement dans le bon sens et l'expérience. En 1692, je publie mon mémoire sur le rappel des Huguenots, tant je déplore la fuite considérable de nos populations et de leurs métiers, ainsi que celle de nos soldats qui passent à l'ennemi. Les rois sont bien maîtres des vies et des biens de leurs sujets, mais jamais de leurs opinions, car les sentiments intérieurs sont hors de leur puissance, et Dieu seul les peut diriger comme il lui plaît. En 1685, Louis XIV avait fait ordonner le renvoi de France des Huguenots, les protestants, sinon leur conversion, en proclamant la révocation de l'édit de Nantes, ce qui entraînera des conséquences malheureuses considérables. Imaginez-vous que moi, monsieur de Vauban, j'ai dû me révolter quelquefois contre les décisions du roi. Notre roi, vous l'avez là au-dessus de moi, notre roi Louis Dieudonné le Grand, le XIVe, notre très catholique roi de France. Eh bien, imaginez-vous qu'en 1685, notre roi va prononcer la révocation de l'édit de Nantes. Ça veut dire qu'il ne veut plus que des catholiques en France, et moi je vais m'en indigner, car les protestants, ce sont aussi nos meilleurs marins, nos meilleurs soldats, nos meilleurs artisans, nos meilleurs commerçants, qui vont devoir fuir à l'étranger. Cela porte un nom dans votre beau monde, la fuite des cerveaux. Car il ne faut pas flatter, le dedans du royaume est ruiné, tout souffre, tout pâtit, tout gémit. Il n'y a qu'à voir et à examiner le fond des provinces, on y trouvera encore pis que je ne dis. La grandeur des rois se mesure au nombre de leurs sujets. C'est en quoi consiste leur bien, leur bonheur, leur force, leur richesse, leur fortune et toute la considération qu'ils ont dans le monde. Vous vous souviendrez par ailleurs qu'il n'y a guère de gloire là où il n'y a guère de bonheur. Puis nous quittons Versailles avec le roi et la cour en un convoi de 300 carrosses et calèches et 400 charrettes pour aller assiéger Namur. Après quoi, je recevrai le commandement de Brest et de la Basse-Bretagne. Puis je m'en vais revisiter le grand océan et je vais rédiger mon mémoire sur la Caprerie, ou la manière de faire la guerre de course, c'est-à-dire de mener la guerre sur mer avec subtilité. En 1693, je rédige mon autre mémoire sur les dépenses de la guerre sur lesquelles le roi pourrait faire quelques économies. Car voyez-vous, il me semble que Sa Majesté dilapide d'énormes sommes d'argent qui pourraient aussi bien être employées ailleurs. Vauban écrit inlassablement, car il y a tant à dire, à réclamer et à faire. Je rédige également un autre mémoire sur les places dont le roi pourrait se défaire à la faveur d'un traité de paix sans nuire à l'État ni affaiblir sa frontière. Avez-vous remarqué combien je suis soucieux de l'économie? Je vous confierai entre nous qu'il m'a été souvent répété que mes remarques ne plaisaient guère au roi. Mais que voulez-vous? De rechef sur les chemins, le roi, cette fois, m'envoie pour Grenoble pour faire fermer les cols alpins contre les assauts possibles du duc de Savoie, Victor Amédée, lui-même engagé dans la coalition de la Ligue d'Augsbourg. Vauban va parcourir les Alpes et décider des nouveaux chantiers. Voici ma basse terre dans laquelle je me propageais à travers mon royaume, et surtout dans ces pays que le diable a fait, dont les chemins ils sont durs et mauvais, comme le Dauphiné, comme les Pyrénées et tout cela. En 1696, Vauban rentre à Bazoches et va rédiger son traité sur la description géographique de l'élection de Vézelay. Notre terre est trop pauvre pour pouvoir nourrir et l'ensemble de sa population, mais surtout pour faire commerce
avec les contrées alentours, ce qui pourrait amener les richesses. Un relevé complet des chiffres de la population locale, village par village, des surfaces de terre et de leurs ressources, des cheptels, ceci afin de justifier en quoi son pauvre pays de Morvan est désespérément pauvre. Comme bien d'autres contrées du royaume que je visiterai au hasard de mes voyages. Tout ce qui s'appelle bas peuple se nourrit de pain d'orge et d'avoine mêlée dont ils n'ôtent même pas le son. Tous ces pauvres gens se nourrissent de mauvais fruits, la plupart sauvages, et de quelques herbes potagères de leur jardin, cuites à l'eau, avec un peu d'huile de noix ou de navette. Et j'y ajoute une description précise des misérables conditions de vie des familles et les propositions pour y apporter remède. En ce temps-là, il faut savoir qu'ici, le commun du peuple boit du vin rarement, ne mange pas 3 fois de la viande par an et un peu de sel, ce qui prouve le débit qu'il s'en fait. Il ne faut donc pas s'étonner que des peuples aussi peu nourris, aussi mal nourris, ont aussi peu de force. Ce à quoi il faut ajouter que ceux qui souffrent de la nudité y contribuent beaucoup, les 3 quarts n'étant vêtus, hiver et été, que de toiles à demi pourries et déchirées, et chaussés de sabots dans lesquels ils ont le pied nu toute l'année. En 1699, lorsque le noble Isaac, le dernier chef-d'œuvre militaire dessiné par Vauban, est fondé, l'illustre ingénieur du roi est reçu à l'Académie des sciences. En 1699, lorsque je rédige mon mémoire sur la navigation des rivières, je me préoccupe des échanges du commerce d'une province à l'autre. Et j'écrirai qu'il est certain que toutes les provinces de ce royaume ont besoin les unes des autres, car elles abondent en certaines choses et manquent en d'autres, aucune n'ayant absolument tout son nécessaire. Il n'en faut point davantage pour exciter un commerce considérable. Rendons ce mouvement plus vif, afin de l'étendre autant qu'il sera possible dans toutes les parties du royaume, d'autant que ce ne sont pas les monceaux d'or et d'argent qui en constituent les richesses et qui en augmentent les revenus, mais plutôt le bon emploi qu'on en fait journellement, l'abondance des denrées et leur bonne conservation, sans quoi rien ne profite. Peut-être avais-je imaginé, sans le savoir, ce que vous appelez aujourd'hui dans votre beau monde la grande distribution. Il est alors au sommet de sa carrière de grand stratège et à l'apogée de son génie de bâtisseur. Mais en ce temps-là, déjà, j'avais dû écrire que le génie est un métier au-dessus de nos forces. Il embrasse trop de choses pour qu'un homme le puisse posséder dans un souverain degré de perfection. J'ai assez bonne opinion de moi-même pour me croire un des plus forts de la troupe et capable de faire le son au plus habile. Et après cela, quand je m'examine, je ne me trouve qu'un demi-ingénieur. Après 40 ans de très forte application et de la plus grande expérience qui fut jamais, la gloire en est à celui qui m'a sauvé et gardé jusqu'à présent. Mais Vauban a aussi 66 ans et il se sent vieillir. De plus, ce vieux rhume qui le poursuit depuis plus de 40 années et cette vilaine toux perdure. En 1702, il s'enferme dans son cabinet, ici à Bazoches, pour rédiger son testament en présence de son autre secrétaire, Friant. Il a désigné comme exécuteur testamentaire et à qui il dicte à voix basse ce que sa bonne conscience lui souffle à mesure qu'il plonge dans ses souvenirs. Et outre le partage de mes biens et de ma fortune, je lui fais également répartir, in secreto, en secret, une somme de 10 000 livres, entre 5 femmes, oh, je l'avoue aujourd'hui, le Seigneur m'a pardonné depuis, qui ont été de mes aventures et de ma compagnie, au hasard de mes voyages et de mes campagnes, et qui ont eu de moi un enfant. Oh, ce sont les 5 qui se sont déclarés. Je vous demanderai de ne jamais répéter cette chose à quiconque d'autre que vous pourriez rencontrer. Cela dit, mesdames, je vous dois toutefois cette confession. Je reconnais avoir eu la plume un peu dure dans les derniers moments de mon existence, en me rappelant tous ces souvenirs à votre propos. Et j'avais dit notamment qu'il n'y a rien de plus important
ni de plus dangereux que les femmes. Elles cabalent incessamment où elles demandent. Elles utilisent toutes sortes de moyens pour parvenir à leur fin, et leurs charmes ne sont pas ce qu'elles épargnent le plus auprès de ceux qu'elles veulent gagner. Je vous en demande franchement pardon. Je sais, elles m'ont apporté bien du plaisir aussi, mais que voulez-vous? À la guerre comme à la guerre, et puis il fallait bien penser aussi au repos du soldat. Toujours en recherche de progrès et d'efficacité, je vais apporter notamment des améliorations considérables à l'armement et notamment aux fusils. Vauban, mon ancêtre, était un inventeur. Avant Vauban, lorsqu'effectivement il n'y avait plus de munitions, et avant de recharger si on n'avait pas le temps, on mettait ce qu'on appelait un pic. Eh bien Vauban, lui, a inventé ce qu'on appelle la baïonnette à douille, qui permettait à la fois de se servir des munitions et également de l'arme blanche. C'est ce qu'on appelle la baïonnette à douille. En décembre 1702, le roi m'agace. Il fait nommer maréchaux des petits officiers sans grand mérite, et moi, tout de même, après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai combattu, tout ce que j'avais fortifié, j'ai le sentiment d'être quelque peu oublié. Alors dans une lettre, je lui rappelle que ma qualité de lieutenant général, plus ancien que la plupart de ceux qui sont apportés d'y prétendre, et mes services mieux marqués que les leurs, et dont je ne veux pour témoin que votre majesté me laisse espérer qu'elle ne me jugera pas indigne de cette élévation. C'est ainsi que le 14 janvier 1703, Vauban est appelé à Versailles et il accède enfin au rang de maréchal de France parmi une promotion de 10 officiers. Puis il sera fait chevalier des ordres du roi. Puis je suis rappelé sur la frontière du Rhin à Brisac pour un petit siège de 14 jours que je vais diriger. Ce qui va me permettre de repasser au nouveau Brisac et d'en contempler le parfait état d'achèvement. Notre nouveau Brisac, où nous sommes présentement, est une place forte, digne d'être reconnue par nos plus importants États d'Europe et surtout d'être crainte par nos plus méchants ennemis. S'il y a quelque chose dans la fortification qui mérite l'admiration des hommes, on peut dire qu'il se trouve dans cette place, plus que dans aucune autre du royaume, car soit qu'on la considère par la belle symétrie de son revêtement, par la situation extrêmement bien corrigée, par la beauté de ses batteries, et encore plus que tout cela, par celle de ses grandes esplanades, on n'y trouvera rien que de grand et qui ne soit d'une véritable place. Car voyez-vous, mesdames et messieurs, c'est ici, à Neubrisac, le passage de toute l'Allemagne. Et les Allemands, qui sont extrêmement curieux et ordinairement bons connaisseurs, sont gens à juger de la magnificence du roi et de la bonté de la place par la beauté de ses portes. En 1705, Vauban est toujours en voyage d'inspection lorsqu'un messager l'avertit du décès de Madame Jeanne, son épouse. Puis je vais retourner quelque temps à Bazoches pour me plonger dans mes écrits et notamment mettre un peu d'ordre dans ce ramas d'écrits à ma façon que je vais nommer mes oisivetés. Et puis je vais rédiger également un traité de la défense des places et un traité sur l'attaque des places. On y trouvera aussi son célèbre traité de la cochonnerie, ou calcul estimatif pour connaître jusqu'où peut aller la production d'une truie pendant 10 années de temps. Je dirais que l'élevage du cochon, qui ne coûte rien puisque cet animal mange ce que l'homme ne mange pas, est d'autant plus avantageux qu'on en consomme toutes les parties ou presque, peut, pour une seule truie, rapporter une descendance de plus de 6 millions de sujets en 10 ans. Et il est d'une nourriture si aisée que chacun peut en élever, d'autant qu'il n'y a point de paysan si pauvre qu'il soit qui ne puisse élever un cochon de son cru par an, ce qui peut le mettre en état de ne point manger son pain sec les 3/4 de l'année. En 1706, malgré la réticence du roi devant son âge et son état de santé, il se fait autoriser à commander une troupe de soldats de marine pour chasser la flotte anglaise devant Dunkerque. Puis, sentant mon pauvre corps pris d'usure et puis surtout soumis aux assauts de ma vilaine toux, je décide cette fois de rentrer à Paris
dans mon petit hôtel particulier, rue Saint-Vincent, et de ne plus me consacrer désormais qu'à l'étude et à l'écriture. Cette rue du quartier des Tuileries a été renommée rue Saint-Roch. D'ailleurs, lorsque mon ami Chamillard me demande pour aller suivre le siège de Turin, réclamé par M. de la Feuillade, je suis bien obligé, dans la seconde partie de ma lettre, de lui écrire que je suis présentement dans la 73e année de mon âge, chargé de 52 années de service et de plus de 50 sièges considérables et de 40 années de voyages et de visites continuelles à l'occasion des places de la frontière, ce qui m'a apporté beaucoup de peines et de fatigues de l'esprit et du corps, car il n'y a eu ni été ni hiver pour moi. Or, il est impensable que la vie d'un homme qui a soutenu tout cela n'en soit fort usé, ce que je ne sens que trop. D'autant que le mauvais rhume qui me tient depuis 40 ans s'est accru et devient de jour en jour plus fâcheux par sa continuité. D'ailleurs, la vue me baisse et l'oreille me devient dure, bien que j'ai encore la tête aussi bonne que jamais. Je me sens tombé et fort affaibli par rapport à ce que je fus autrefois. Tous mes services ont roulé sur les sièges et les fortifications. De quoi, grâce au Seigneur, je suis sorti avec beaucoup d'honneur. Cela étant, comme je le dis au pied de la lettre, il faudrait que je fusse insensé. Si aux voisins de l'âge décrépit que je le suis, j'allais encore voler le papillon et rechercher à commander des armées dans des entreprises difficiles et très épineuses, moi qui me sens défaillir au point de ne point souffrir le cheval 4 heures de suite, ni faire une lieue à pied sans me reposer. Parmi mes derniers écrits, le plus remarquable est sans nul conteste celui de la réforme de l'impôt que je souhaite proposer au roi sous le titre « Projet de la dîme royale », afin de permettre au peuple d'être un peu soulagé par ses impôts. Il se pourrait que ce texte puisse vous servir aussi à vous. En 1700, j'écrivais au sieur Puiseux de Bazoches que la vie errante que j'ai menée pendant 40 ans et plus m'ayant donné l'occasion de voir et de visiter plusieurs fois et de plusieurs façons la plus grande partie des provinces de ce royaume, tantôt seul ou avec mes domestiques, et tantôt en compagnie de quelque ingénieur. J'ai eu souventement l'occasion de donner carrière à mes réflexions, de remarquer le bon et le mauvais des pays, d'en examiner l'état et la situation, et celui des peuples, dont la pauvreté, ayant souvent excité ma compassion, m'avait donné lieu d'en rechercher la cause. Il m'a paru que de tout temps, on n'avait jamais eu assez d'égards en France pour le menu peuple, et qu'on en avait fait trop peu de cas. C'est cependant la partie la plus ruinée et la plus misérable du royaume. Aussi c'est elle qui a toujours le plus souffert, qui supporte toutes les charges, et qui souffre encore le plus, et sur laquelle retombe toute la diminution des hommes. En 1706, j'écrirai « La politique qui ne se donne aucun soin de ménager l'amitié des peuples, et qui, loin de là, les vexe chaque jour par de nouveaux impôts, jusqu'à leur ôter le pain et tous les autres moyens de subsister, est injuste et ne vaut rien. Et que c'est le plus grand hasard du monde si elle n'aboutit un jour à des événements capables de jeter la monarchie dans un grand péril. » J'avais averti le roi, et c'est arrivé, quelque temps après nous, ce que vous avez appelé, m'a-t-on appris, la Révolution française. Il faut savoir qu'en ce temps-là, tous les chemins de la campagne et les rues des villes et des bourgs sont pleins de mendiants que la faim et la nudité chassent de chez eux. Près de la 10e partie du peuple est réduite à la mendicité, et mendie effectivement. Des 9 autres, les 5 ne sont pas en état de faire l'aumône à celle-là, et des 4 dernières, les 3 sont embarrassés de dettes et de procès. Je vais aller moi-même, avec l'aide de mon domestique Colas, transporter et diffuser dans Paris les livrets de la dîme qui viennent d'être fraîchement imprimés. Mais sans l'avis franchement favorable du roi. Hélas, ce 14e de février 1707, le roi fait condamner et saisir mes livrets de la dîme.
C'est une épreuve morale qui m'atteint d'autant plus que mon vilain rhume de poitrine s'est accru, m'apporte la fièvre, m'oblige à m'aliter et à garder la chambre. Et c'est au matin du 30e mars 1707 que Vauban rend son dernier souffle. Il est 9h30 du matin. Il vient de recevoir les soins du sieur Boudin, médecin du grand dauphin, que le roi lui a fait envoyer. Et puis, je réclame l'assistance de mon confesseur, l'abbé Vincent Ragot de Beaumont, que j'avais fait libérer quelque temps plus tôt des geôles de Lille, pourvu qu'il fût à mon service. L'abbé Ragot a pris mes pauvres mains glacées dans les siennes, et mon plus grand bonheur à cet instant est de remercier Dieu de m'avoir permis de visiter le plus beau royaume sous le ciel. Et vous saurez, mes chers amis, que de Flandre en Roussillon, de Bretagne au Rhin et au-delà, de Lorraine en Aquitaine, de Paris en Bourgogne, en Franche-Comté, en Provence, d'Alpes en Pyrénées, il y a toujours un endroit où la route de vos voyages, de vos travaux, de vos estives, de vos vacances, de vos affaires, coupe toujours quelque part la mienne. Et le maréchal de Vauban, Sébastien Leprestre, s'est un doux son sur le coup des 9h03. Il avait 74 ans. À quelques pas de sa dépouille encore tiède, sur sa table de travail, entre la chandelle et l'encrier, il y a un dernier livret, resté ouvert, après qu'il l'ait humblement intitulé « Les pensées d'un homme qui n'avait pas grand-chose à faire ». Oh oui, je sais combien cela peut vous étonner. À vrai dire, je me suis occupé de beaucoup de choses, et notamment de choses qui ne me regardaient pas, allez-vous penser. Ce à quoi je vous répondrai ceci, je me suis surtout préoccupé de tout et de beaucoup de choses, et le roi n'y a fait qu'en écouter ce qu'il voulait bien en entendre. Ah ah. Mais pour le reste du temps, mesdames et messieurs, mes chers amis, vous saurez que je me suis considérablement diverti au cours de mes innombrables voyages à travers le royaume et par toute province, à lire, à écrire, à compter, à calculer, à dessiner, à correspondre, à réfléchir, à penser. Et j'ai fait tout cela pourquoi, me direz-vous? Mais monseigneur, pour la gloire du roi. Ah oui, la gloire. Savez-vous ce que je pense, moi, de la gloire? Eh bien, si vous parcourez les dernières lignes dans les pensées d'un homme qui n'avait pas grand-chose à faire, vous y lirez notamment ceci. La véritable gloire ne vole pas comme le papillon. Elle ne s'acquiert que par des actions réelles et solides. Elle veut toujours remplir ses devoirs à la lettre. Son premier véritable principe est la vérité, à laquelle elle est très particulièrement dévouée. Elle est toute généreuse, prudente, hardie dans les entreprises, ferme dans les résolutions, intrépide dans les actions périlleuses, charitable, désintéressée et toujours prête à pardonner et à prendre le parti de la justice. Toujours sensée en ce qu'elle fait, la raison seule la gouverne, contente dans l'adversité, humble et affable dans la prospérité, comme elle est toujours judicieuse. Elle prend bien son parti. Elle le soutient quand elle l'a pris, au prix de tout ce qui peut arriver. Elle a de la religion. Elle est humble et modeste en tout ce qu'elle fait et ne peut même pas soutenir la louange en phrase. Si je ne me trompe, ce portrait n'est pas mauvais, mais peu développé chez la plupart des hommes. La fausse gloire n'est que la simple apparence de ses qualités. Dans la pratique, elle lui est toujours opposée. C'est la véritable Corneille d'Ésope qui se pare des plumes d'autrui. C'est cependant la seule qui soit d'usage dans le monde. L'autre ferait de véritables héros, mais elle coûterait trop. Mais en dehors de ces honorables dispositions pour la guerre de siège, très économe en pertes humaines,
Vauban se penchera à chaque instant sur le sort des populations pauvres qu'il aura maintes fois rencontrées durant ses innombrables voyages. Plus de 300 plans et dessins, 147 plans reliefs, 97 mémoires et traités rédigés sur tous les sujets d'ordre militaire, stratégique, politique, économique, maritime, fluviaux, agronomique, forestier, minier, philosophique, religieux. Nous lui devons également l'achèvement du canal du Languedoc, la construction de nombreux phares sur nos côtes et quelques autres ouvrages civils. Pour satisfaire à cela, Vauban s'est imposé des voyages en totalisant plus de 180 milliers de nos kilomètres parcourus à cheval, en basse-terne, en chaise de poste, en coche d'eau, par tous les temps, toutes les saisons, toutes les régions de notre royaume d'alors et en dehors des frontières. Et c'est ainsi qu'il en fut de monsieur le maréchal de Vauban. Au lendemain de son rappel à Dieu, l'abbé Vincent Rago glissait une lettre entre les doigts refroidis du défunt maréchal. Elle était signée de la main du roi. Entre autres choses, on pouvait y lire ceci. Je perds là un homme fort affectionné à ma personne et à l'État. Puis une calèche a emporté le cercueil contenant la dépouille du maréchal, de Paris à Bazoches, pour être inhumé dans le caveau de famille, dans le transept droit de l'église du petit village. Le vase contenant son cœur a été placé sous les marches de l'autel. En 1793, les révolutionnaires profanent le caveau pour récupérer le plomb des cercueils. En 1808, l'empereur Napoléon Ier fait transférer l'urne contenant le cœur de Vauban sous le dôme des Invalides à Paris. En 1867, l'empereur Napoléon III fait renommer le village natal de Saint-Léger de Foucheray en Saint-Léger-Vauban. Et nous savons que désormais, votre aimable visite au château de Bazoches vous laissera sans doute une forte impression d'avoir cheminé dans les pas de Monsieur de Vauban. Son souvenir vous restera certainement gravé dans vos mémoires. Ces nombreux travaux, écrits et constructions, représentent aujourd'hui une richesse considérable pour notre patrimoine historique et portent la marque indélébile d'un illustre personnage à l'esprit déjà curieusement inspiré pour son époque. Ce qui me fascine particulièrement à travers l'évocation de M. de Vauban, dès lors que j'endosse le costume, c'est outre le grand stratège qu'il avait été et qui était sa qualité première, on va dire, eh bien, c'est cette large ouverture d'esprit qu'il avait sur le monde de son époque, son extraordinaire capacité de travail qui lui permettait de coucher sur le papier toute cette multitude de réflexions à tout propos, cette curiosité qui l'animait et qui semblait sans limite, et son souci permanent de veiller à la bonne condition de vie de ses semblables. Un véritable esprit universel qui aurait pu très bien trouver sa place 3 siècles après dans notre monde moderne.